Allez, salut à tous et salut à toutes, bienvenue dans N1, votre podcast NBA et WNBA. On se retrouve et on enchaîne les émissions, alternance NBA, WNBA depuis maintenant quelques semaines. Et là, on a un bel épisode autour de la WNBA, deuxième épisode de la saison. Et pour vous accompagner, surtout la même équipe que la semaine dernière, Ricardo et Tom. Bonjour messieurs. Salut Chris, salut Tom. Salut messieurs, très très content de vous retrouver. Et en une semaine, j'ai l'impression qu'il y a eu 70 000 actualités. C'est passé 10 ans. c'est une folie la WNBA. Déjà que la NBA, on n'est pas prêt, mais la WNBA, en une semaine, je pense que on a. Alors, on adore. Ouais. Alors, c'est vrai que ça s'enchaîne là. On en parlait en off. Si vous êtes fan de basket, on est sur une période là, début du printemps. Allez, mois avril, mois de mai, où c'est vraiment très très dense, que ce soit chez les garçons ou chez les filles. Donc, on essaye d'être là et de vous proposer le maximum de contenu et le contenu le plus qualitatif possible, évidemment. Et donc là, on va partir sur cet épisode WNBA avec 2 points forts, messieurs, dans cet épisode. Un retour sur la draft 2026. On avait parlé de la draft d'expansion déjà, mais là, la vraie draft annuelle qu'on connaît avec 45 joueuses qui ont été choisies, si je ne m'abuse. On va pas faire le profil des 45, évidemment, mais on va revenir sur les temps forts de cette draft et on fera un deuxième point autour du début de cette free agency qui est quand même assez mouvementée, on va dire ça poliment. Et on va faire focus sur quelques franchises qui ont vraiment bien animé ce début de marché en WNBA. Est-ce que tout ça vous va? Nickel. Ouais, super. Et c'est vrai que, comme tu disais, il y a énormément d'actualités. Juste, voilà, petit fun fact, la draft WNBA n'a jamais été autant suivie que cette année à la télé américaine. Ils ont fait des grosses audiences sur la draft. Bon, bah tu vois, c'est encore une preuve de cette ligue qui prend son envol et qui est de plus en plus suivie. Exactement. On va attaquer tout de suite. On va pas perdre de temps, messieurs. Comme ça, on rentre dans le vif du sujet avec notre premier point sur le retour de cette draft-là 2026. Comme je disais, il y a 45 joueuses qui ont été choisies. On en avait un petit peu parlé. Ricardo, je vais te laisser la main pour le début si tu veux. Tu en avais un petit peu parlé dans le précédent et premier épisode de la saison où tu nous avais parlé de quelques profils de joueuses qu'il fallait suivre avec grand intérêt. Et on a un podium qui a été dessiné. Donc, on avait Dallas qui a choisi en pick numéro 1, Minnesota en pick numéro 2 et Seattle en pick numéro 3. Qu'est-ce que ça a donné tout ça? Eh ben, écoute, on avait parlé d'Easy Food en se disant que bon, elle était potentiellement projetée dans les 3 premières. Ça dépendait quand même un tout petit peu des besoins de chaque équipe en termes de renfort. Quand on a appris que Alana Smith était recrutée côté Dallas, là, il faisait plus aucun doute qu'Easy Food allait rejoindre la franchise. Ils la prennent en numéro 1. C'est une super shooteuse. C'est certainement la meilleure shooteuse de cette draft. Elle est complète, elle sait défendre. En plus, elle vient de UConn comme Paige Baker, donc ils reforment le duo d'UConn. Ouais, je pense que voilà, c'est pas une surprise, c'est une super joueuse. Je pense qu'elle a tout ce qu'il faut pour se développer en WNBA et Dallas a fait un choix logique en la prenant en numéro 1. Ouais, Tom, pareil, on savait que il y avait 2-3 noms qui sortaient avec l'information juste avant du recrutement du côté de Dallas. Bon bah voilà, on part sur ce profil-là. Exactement, et nous on l'a dit la semaine dernière, on s'en est pas caché avec Ricardo et Zifut, c'était un peu notre petite shoot et honnêtement, Ricardo l'a très bien dit, elle a déjà joué aux côtés de Paige, il y avait déjà une très très bonne entente, ce qui me permet d'ailleurs de pointer du doigt encore une fois les médias américains, je sais pas si vous avez vu passer ça, conférence de presse d'Easy Fudd, de quoi on lui parle pas de sport, hein. Bien évidemment, on lui parle de relation avec Paige Baker, ce qui est tout à fait insupportable. Si on pouvait juste rester dans le sport aux États-Unis, ce serait nickel. Mais pour recadrer un petit peu, non, c'est très bien. C'est un duo qui historiquement était un petit peu comparé. Ricardo, je sais pas si tu avais entendu ça, mais ce qui était un peu comparé aux Splash Brothers, quand même. Paige Baker, exactement. Voilà, avec Paige plutôt sur le profil Steph Curry et Easy Fudd plutôt sur le profil Clay, qui est capable de shooter un peu de partout avec une mécanique de shoot qui est, je pense, d'ores et déjà la deuxième plus belle de WNBA derrière Sabrina Ionescu, hein, Ricardo. Et des fortes capacités. Sabrina, je vois pas. On arrive. Et des fortes capacités défensives, malgré sa, elle est pas immense, mais en tout cas, un duo du backcourt qui est très cool. Et je pense que ça y est, Dallas ne s'en cache plus trop. Là, objectif, c'est d'aller jouer les playoffs. Gentiment. Exactement. Bon, très bien. Eh ben, enchaînons. Rapidement, on va faire le podium. Après, on pourra prendre quelques joueuses qui nous ont peut-être plus marqué que d'autres. On parlera français, évidemment. En choix numéro 2, Ricardo, du côté du Lynx, on a choisi Olivia Miles,
qui était à Oui, alors l'université de TCU. oui, Voilà, on va le dire en anglais. exactement et elle est remontée, dans les mock drafts, assez régulièrement, jusqu'à intégrer le podium et oui, enfin c'est pareil, hein, c'est une super joueuse, hein. Voilà, c'est une joueuse qui a une vision de jeu, qui est assez exceptionnelle. Elle va apporter aux Lynx une dimension qui lui manquait sur le poste de meneur. Le ch choix logique, c'est un choix que j'aime bien moi, c'est une joueuse que j'aime beaucoup. Je la trouve très complète. Je trouve qu'elle était un peu, elle était un peu sous-cotée, dans certaines drafts et ça me fait plaisir de l'avoir montée en 2 parce que c'est vraiment une des joueuses que j'aime beaucoup de cette Ouais, draft. carrément, carrément. Donc, bon, bah, bon choix. On verra en tout cas choix de la part du Minnesota Lynx. Et Tom, bah, pour conclure le podium, du côté du Storm, on en avait parlé dans les profils de la semaine dernière de joueuses à suivre. Awa Pham Thiam, du coup, joueuse espagnole, plus haut pic espagnol, je crois, dans l'histoire des joueuses pour cette joueuse-là. Elle part du côté de Seattle. Bah franchement, voilà, c'est un bon coup du côté du Storm d'aller récupérer une joueuse qui avait été dans. Ah, je vois que Ricardo oscille un peu de la tête, mais Ouais, alors, pareil, dire pareil, plus. Oh là, je te laisse enchaîner, mais il y a un côté aussi, tu draftes peut-être, bah là au talent, c'était par toi quand tu as ce choix-là, tu peux aller vers ce profil-là. C'est pas déconnant. Après, est-ce que tu en as besoin tout de suite, c'est autre chose, mais il y a pas de bust, on va dire. En fait, moi, ce qui m'embête, c'est que Seattle est clairement sur un projet de reconstruction, de développement des jeunes. Et ne soyons pas amnésiques, l'année dernière, ils ont drafté Dominique Malonga sur ce poste. Dom qui a pris petit à petit du temps de jeu au cours de la saison, a réussi vraiment à se faire une place dans cet effectif, a fait une grosse saison 3-3 aussi, là, donc se fait vraiment un nom aux États-Unis. On sait qu'il y avait une petite rivalité avec Awa parce qu'elles se sont déjà rencontrées sur les matchs espoirs entre la France et l'Espagne. Alors c'est pas exactement les mêmes profils, mais c'est deux joueuses qu'il est compliqué de faire jouer l'une à côté de l'autre. On va être honnête. Je pense que ce sera peut-être tenté sur certaines minutes à Seattle, mais il n'y a pas beaucoup de complémentarité. C'est quand même deux joueuses intérieures qui sont grandes, qui ont un peu les mêmes capacités, les mêmes facultés, les mêmes points forts. Euh, donc je trouve ça un petit peu dommage quand t'as une Dominique Malonga aussi jeune que t'as envie de développer, de pas prendre une joueuse plutôt sur les lignes extérieures pour essayer de créer cet axe dont on vous parle un peu toutes les semaines et dont Ricardo vous parlait la semaine dernière, un axe poste 1-2 avec poste 4-5, c'est quand même le fil conducteur normalement pour créer une équipe de basket. Là, ça draft au talent. Seattle a, enfin, ouais, c'est le choix de Seattle de se dire on draft au talent, on va peut-être essayer de mettre en concurrence Dominique. On estime que Awa était le plus gros talent sur le troisième choix. Moi, je suis pas convaincu. Elles l'ont fait. On leur souhaite de se développer ensemble, mais moi, je souhaite surtout que Dominique Malonga, ça lui mette pas des bâtons dans les roues et qu'elle puisse avoir du temps de jeu, quoi. Alors, je vais te lancer, Ricardo, là-dessus. On n'avait pas prévu, mais je trouve la question intéressante et peut-être que les gens qui nous écoutent se posent cette question-là. Et c'est quelque chose qu'on peut aussi mettre chez la draft masculine. C'est donc, comme vous avez l'air un petit peu de trouver ça étonnant, ce choix-là, il y a ce que tu disais, Tom, c'est-à-dire, il y a le côté, soit on est sur une construction tout de suite et on essaye d'aller récupérer un profil de joueur ou de joueuse qui va nous permettre de compléter un axe sur lequel on fait défaut, ou alors on draft sur ce qu'on considère être le plus grand talent de ce qui nous reste. Tu Mm. vois toi, Ricardo, comment tu te Ouais. positionnes? Parce que c'est intéressant, c'est des visions, j'allais dire presque politiques, c'est des visions managériales, en fait. Ouais. Alors moi, je suis plutôt, dans, une draft qui correspond aux besoins que tu as dans l'équipe, plutôt que de si on regarde, par exemple, si on fait une comparaison rapide avec les New York Nets, cest les gars, ils ont recruté 4 meneurs de jeu en disant: «On verra bien quel est le meilleur et celui qu'on gardera». On voit ce que ça a donné sur la saison. Bon. Non, moi, ce qui m'étonne aussi, c'est que, ils ont re-signé Izzy McGregor au max. Bah, Et ils ont aussi ils sont allés aussi, choper, Dawson, à la free agency. Donc ils se retrouvent avec 4 joueuses intérieures, à qui ils vont donner du temps de jeu, comment ils vont les faire jouer. Izzy, tu la re-signes pas au max pour pas la faire jouer. Donc tu as déjà, bah, quasiment ton poste 5 qui est là, ou poste 4, bon voilà. Tu Dom dans l'effectif, donc aller chercher Awa, oui, et alors ils ont effectivement, sont partis sur du talent, mais là, clairement, ce qu'ils annoncent, c'est, bah, on a, Awa, on va avoir Dom. Je pense qu'ils en garderont qu'une des 2 et en gros, mhm. c'est, bah, allez-y les filles, prouvez-nous que vous devez être la meilleure et vous devez être celle qu'on va garder.
Je trouve que c'est pas très sain. Enfin bon, honnêtement, c'est vraiment le pick moi qui de toute la draft qui me surprend le plus et sur lequel je suis pas convaincu. Moi, Chris, Ricardo, j'ai une question pour vous. Est-ce que Seattle, elles ont pas fait le choix d'Awafam parce que Minnesota venait de prendre Olivia Mal juste avant et qu'en fait c'était peut-être ça l'objectif avant tout? Ouais, mais t'avais encore Kiki Rice dans le, Ouais, tu on est vois, d'accord. enfin donc On est d'accord. il y avait encore, derrière il y avait encore des joueuses de talent, hein. Ouais, ouais, bien Donc sûr. bah, enfin bon, voilà, c'est un choix fait par la franchise. Après peut-être qu'ils connaissent mieux le basket que nous et qu'ils auront raison, hein, mais c'est un choix qui m'étonne. Bon, Ouais. après, dans l'histoire, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, il y a eu plusieurs fois des choix étonnants et on a vu dans l'histoire que parfois ça a bien matché, mais que assez régulièrement c'était peut-être des erreurs à la base dans les choix, dans les scootings ou comme vous dites dans la façon dont on voulait créer l'équipe et dans la façon dans Mmh. laquelle on voulait la construire au moment T. Et c'est important de souligner ça. On va enchaîner un petit peu sur cette draft-là. Et alors, toujours pareil, Ricardo, tu nous en avais parlé la semaine dernière dans les joueuses à suivre. Là, c'était même plus que des joueuses, c'était carrément une université à suivre. C'était toutes les joueuses de UCLA et carton plein pour cette fac. Ouais, c'était ce qu'on avait dit, c'est ce qu'on avait dit la semaine dernière. Fallait surveiller les joueuses de UCLA. On avait annoncé possiblement 5 dans les 15. Elles sont 5 dans les 15. Elles sont même 6 dans les 18 premiers choix. Donc oui, oui, alors il y a quand même quelques surprises, hein. Gabriela Raquez pris en 5. Honnêtement, je pense que ça personne l'avait vu venir. C'est une surprise. Euh, Merci les finales NCAA, hein. et Dugalic pris en 9 par Washington, bah c'est pareil. Ils ont pris Lauren Betts en 4. Ils prennent Dugalic en 5. Donc bon, ils veulent renforcer clairement leur secteur intérieur avec des joueuses qui se connaissent, qui ont déjà joué ensemble. Ça peut faire sens, mais je trouve que Dugalic en 9, c'est peut-être un tout petit peu haut quand même. Mais surtout, c'est Gabriela Raquez en 5. Honnêtement, bon, c'est Chicago, donc Chicago, ils nous surprennent toujours, hein, donc c'est une nouvelle dinguerie de Chicago, mais je trouve que c'est un peu haut pour Raquez. Qu'est-ce que t'en Ok. penses, Tom? Bah, moi sur Raquel, je l'ai dit un peu sur le ton de la vanne, mais ouais, je pense qu'elle profite un petit peu du parcours de C'est sa finale. UCLA, voilà, et de sa finale, c'est sûr que une joueuse qui crève autant l'écran sur une finale, qui te montre qu'elle est capable de jouer des 2 côtés du terrain, ça fait vite monter le profil. Moi, au-delà de ça, j'ai du mal à suivre, ce que fait Washington, globalement. Tu as très bien parlé au niveau de la draft, du Gallic, je vois pas la pertinence de la prendre en plus. Écoute, on en a parlé un peu la semaine dernière des franchises dysfonctionnelles. Là, on parle d'une franchise qui n'a pas de general manager. Bah voilà. Est-ce que c'est ce que du coup, je suppose que c'est la coach. Enfin, c'est le coaching staff qui a fait le choix de Oui, drafter comme c'est ça. ce qui nous avait été annoncé en tout cas, hein. Voilà. Ce qui, moi, je me permets du coup de remettre un peu en question la pertinence de ces choix. C'est des joueuses talentueuses, hein. Il y a pas de doute. Mais tu vois, voir Gabriela drafter devant Kiki Rice, j'avoue que ça m'a mis un petit coup au cœur. J'avoue que ça m'a mis un petit coup au cœur. Et ouais, du Gallic top 10, bah, je suis pas persuadé que c'est forcément sa place. Après, c'était aussi une draft où il y avait pas forcément de superstar talent générationnel comme on a pu le vivre sur les 2-3 dernières drafts et comme ça arrive Mmh, sur les 2-3 prochaines drafts potentiellement. mmh. On savait qu'il y avait un noyau de 4-5 joueuses très fortes qui pouvaient tout de suite changer un peu l'historique dans les équipes et le reste des joueuses seraient un peu plus des role-playeuses. On verra. Ça se trouve, Washington va nous donner tort et d'ici 2-3 ans, on aura 2 joueuses qui seront très pertinentes à avoir dans un effectif. Là, à l'instant T, c'est peut-être pas le choix que j'aurais fait. Ok. Bon, en tout cas, voilà, donc 5 joueuses au premier tour pour UCLA et une 6e joueuse au deuxième tour avec le Sun. Donc voilà, 5 plus 1, une bonne partie de l'effectif qui s'en va du côté de la WNBA pour. C'est une première, hein, ça s'était jamais passé, hein. 6 joueuses dans les 18 premiers, ça n'était jamais arrivé en WNBA. Même le premier tour, non, 5, même 5 sur le premier Le tour. 5, ouais, c'est pareil. C'est Voilà, pareil. il y a deux records qui sont tombés Et, en même temps, on va dire. exactement. Et si juste on veut juste faire un petit dézoom, il y a eu pas mal quand même d'Européennes qui ont été draftées cette année.
Un peu comme en NBA, on voit en WNBA que les joueuses européennes, Mmh. ils sont attractives parce que ils sont quasiment plug and play dans les équipes. Tu les prends, ça joue. On voit chez nos françaises. Donc pas mal d'européennes qui sont arrivées, en tout cas de joueuses internationales qui sont arrivées dans la draft. Et c'est ça. Et on a donc Tom, 2 françaises, voilà, magnifique passe D de Ricardo, pour cette draft 2026. On en avait une, on en avait parlé, Nilan Gloma, on s'était dit 9, 10, 11, ça bougeait là sur les derniers jours. Elle est choisie au 12e rang par le Sun et on a aussi une surprise, demi-surprise, appelez ça comme vous voulez, avec une deuxième joueuse qui est sélectionnée par le Phoenix Mercury au 27e rang, donc c'est au second tour. C'est Inès Pitchart-Granel. Un petit mot, Tom, sur le encore deux Françaises qui arrivent dans le train WNBA. Tous les ans, ça s'enchaîne. Hein. C'est clair, c'est clair. La France est devenue c'est quoi la deuxième, troisième terre de basket internationale, que ce soit chez les hommes et chez les femmes. Vivier de talent international, donc ça c'est super cool. Pour Nel, bon, je suis même pas déçu de l'avoir draftée à la 12e place alors qu'elle était envisagée top 10, dans le sens où elle arrive dans un effectif limite franco-français. T'es coaché par Rachid Méziane, tu sais que c'est la dernière année de Connecticut, enfin du Sun du côté de Connecticut. Après, elle déménage à Houston. On en reparlera un peu dans la free agency d'ailleurs. Ça explique quelques signatures contractuelles de certaines joueuses. Mais non, mais c'est très bien. Tu vas te développer entre guillemets dans un cadre connu. J'ai même limite envie de pousser le truc, de te dire un cadre familial. Tu t'arrives dans une ligue qui est quand même fermée, où sont contenues les meilleures joueuses du monde, et tu as la chance de jouer à côté de joueuses françaises qui sont déjà renommées, coachées par un coach français qui a aussi une stature et qui est reconnu là-bas. Donc non, c'est très bien. Et puis il y a du potentiel. Elle va avoir du temps de jeu en fait, tout simplement, parce que Connecticut ne joue rien cette année, mais moins que rien. Limite, plus il y a de défaites, mieux c'est. Ce qui te permet aussi de développer tes jeunes, donc d'avoir du temps de jeu. Donc ça, c'est très très bien. Sur le cas d'Inès, Ricardo, je sais pas ce que t'en penses, mais moi je pense que c'est une signature. Je suis pas sûr qu'Inès joue en WNBA cette année. Voilà. Non, je suis d'accord avec toi. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est une Et je signature. partage Ouais. complètement ton avis sur Nell. Pour moi, c'est la meilleure franchise où elle Mm. pouvait arriver cette année. Elle va avoir le temps de travailler. C'est un vrai potentiel, hein. C'est une super joueuse. Elle peut jouer poste 2, poste 3, grosse capacité physique. Elle fait 1m80, elle est hypertonique. Mm. Elle joue déjà un niveau. Enfin, elle a que Montpellier, elle est à 15 points de moyenne par match, hein. Donc, Ah, solide, hein. ouais, non, c'est solide. Et effectivement, jouer à côté de Leïla, sous les ordres de Rachid, je pense qu'on pouvait pas lui souhaiter mieux que ça pour son arrivée en WNBA. C'est clair. Et pour Inès, je suis d'accord avec toi. j'ai- ils sont allés prendre ses droits, ils se la réservent. Je pense qu'ils vont la laisser se développer un peu en Europe, et puis ils la prendront un peu plus tard. Mais c'est bien pour elle. C'est aussi une reconnaissance, comme tu l'as dit, de tout le travail qui est fait sur le basket français féminin, et c'est cool. On est content. Ouais. Et on rappelle du coup juste pour les gens qui nous écoutent, les deux joueuses, la française dont on parle, ont seulement 19 ans. Donc on Ouais. est vraiment, Exactement. c'est le principe de la draft évidemment, mais faut toujours se remettre ça aussi parce qu'on parle de profil de joueuse, de stade, de performance, de carrière, mais 19 ans, 19 ans. Ouais. Et si je dis pas de bêtises, de mémoire, Inès, elle a eu une grosse blessure. Elle a dû se faire les ligaments croisés il y a ouais, 3 ans, 2-3 ans, un truc comme ça. Donc ça veut dire que déjà elle est bien revenue, et que ça a pas freiné son développement. Donc on est content pour elle. Non, mais Bon, on est juste, Chris, avant de te laisser enchaîner. En fait, on est très t'inquiète. content, et on le dit pour les garçons déjà depuis 2 ans, mais vivement les Jeux de Los Angeles en 2028, en fait. Vivement les Jeux de Los Angeles en 2028, parce que en termes de vivier, alors, va falloir qu'on prenne un pas de recul, hein, parce que l'effectif américain en 2028 chez les femmes ne sera Ça pas va le être, même que chez les hommes. ça va être une dinguerie. C'est injouable. Injouable. D'ores et déjà injouable. Et encore plus quand le coach de l'équipe de France, enfin bref, excusez-moi, je divague. J'ai failli me perdre, excusez-moi, j'arrête. Le quoi? Le, On fera un hors-série sur le management de l'équipe de France si vous voulez, mais on le sortira pas celui-là parce que sinon on va se faire strike par les plateformes. ouais, Bon, est-ce voilà. que vous vouliez rajouter quelque chose, messieurs, sur la draft ou on enchaîne? On est à 20 minutes, je pense qu'on est pas mal déjà. On est bien? On est On est bien? bien. On est pas mal, donc on vous a donné les éléments les plus importants, on va dire, selon nous, pour cette draft 2026 et ces joueuses qu'on va retrouver, en tout cas pour la plupart très rapidement, sur les parquets WNBA.
La free agency, deuxième gros point de notre émission. On va attaquer tout de suite et il y a des signatures un peu dans tous les sens, des prolongations, des contrats max, des trucs, tout ce que vous voulez, ça sort un peu partout. Vous avez les réseaux sociaux là, Twitter, Instagram, où vous avez de très bons comptes français qui relaient tout ça et on les salue. Mais nous, on voulait prendre un petit pas de côté entre guillemets sur ces premiers jours et parler de deux trois franchises qui, selon nous, ont vraiment bien animé le début du marché. J'ai envie de commencer avec toi, Tom, et bah, la franchise avec laquelle tu nous tannes depuis 3 ans maintenant, le New York Liberty. On a des prolongations, on a des joueuses françaises, on a une bonne joueuse internationale aussi qui est arrivée. Bref, on a un menu copieux du côté du Liberty. Je te laisse un petit peu la main là-dessus. Bah, je sais pas si vous avez vu les gars, mais je me suis mis juste aux couleurs du Liberty aujourd'hui pour le Et on podcast, a hein. vu, on a vu, on a vu ça. Ouais, J'ai heureusement, c'est un podcast pour les gens. j'ai pas forcément le maillot, mais bon voilà. Non, bah écoute, concernant le Liberty, on avait tous cette inquiétude de se dire, c'est un effectif de superstars, lesquels vont vouloir rester, lesquels vont vouloir partir. Et au final, quand tu regardes ce qui s'est passé, tu te dis, mais en fait, les gars, est-ce que le Liberty a déjà eu un effectif aussi bien fichu que ce qui va se passer cette année? C'est-à-dire que tu conserves Jonquel Jones, tu conserves Brianna Stewart qui est juste l'une des meilleures joueuses intérieures de l'histoire et Jonquel Jones l'une des joueuses les plus dominantes de ces quelques dernières saisons. Tu conserves Sabrina Ionescu à qui tu offres le poste de meneur de jeu finalement. Ricardo, je te laisserai bien sûr en parler parce que je pense que tu as 2-3 petites choses à dire là-dessus. Mais par contre, la signature que moi je n'avais pas du tout vu venir, mais financièrement d'ailleurs, ça n'est pas, c'est pas encore sorti parce que je pense qu'il y a du bidouillage en cours pour maîtriser Si, tout si, ça au niveau des chiffres. ça y est, on l'a. Ça y On est, a c'est les montants. officiel. Ouais, Ouais, c'est sorti hier. Mais ouais. je te laisse finir et je te donnerai les précisions après. Bah oui, Madame Satou Sabali, quoi. Superstar du Mercury, qui débarque à New York, qui avait joué, si je dis pas de bêtises, en université aussi avec Sabrina, donc il y a une grosse entente aussi entre les deux. Donc voilà, tu viens de rajouter dans un effectif qui est composé de 3 des 15-10 meilleures joueuses de la ligue, bah une quatrième qui fait partie clairement du top 10. Cet effectif va être coaché par un ancien de la maison des Warriors, de la dynastie des Warriors, présent depuis 2012, si je dis pas de bêtises, à l'époque, donc, qui a connu la construction d'une franchise élite et la gestion de superstars. Ouais, Euh, Chris de Marco. voilà, Chris Ça. DeMarco, donc au niveau du coaching, c'est nettement mieux. Au niveau français, assez cool. Tu gardes Marine Johannes et puis tu ajoutes un petit peu de talent aussi au niveau du backup. Ricardo, je te laisserai en parler. Du backup de Sabrina Ionescu qui est très très cool. Donc non, t'as un effectif qui est, on va pas se mentir, c'est-à-dire que si on devait faire un arrêt image à l'instant T, est-ce qu'il y a un effectif qui, sur le papier, rivalise avec celui du Liberty avant que la saison commence? Je ne pense pas. Vas-y, Ricardo, hein, je te laisse Non, enchaîner. alors, je suis d'accord avec tout ce que Tom a dit. Pour moi, c'est le plus gros effectif qu'il y a jamais eu au Liberty. Je sais même pas si on peut se dire qu'il y a une équipe depuis la création de la WNBA qui a eu un effectif aussi fort que ça sur chaque poste. Donc, juste sur Satou Sabali, elle signe à 815 000 $ l'année. Et c'est sur un contrat garanti sur 2 ans avec une petite augmentation sur la deuxième année. Donc, elle vient. On pourrait s'étonner du montant du contrat, Ouais. mais finalement, je pense qu'elle privilégie le fait d'être dans une franchise où elle peut gagner. Oui, elle aurait peut-être pu gagner un peu plus dans une autre franchise et même être éligible au max, vu le profil de la chose, comme tu l'as dit. C'est pas la seule hein, qui fait un choix non financier. Il y a aussi Kelsey Plum à Los Angeles et on en parlera un peu après, mais voilà, qui a aussi fait ce choix-là. Donc bon, ce sont des joueuses qui ont quand même des revenus extérieurs qui sont assez élevés. Plum, c'est une des plus grosses, c'est une des joueuses qui gagne le plus hors basket avec les contrats publicitaires et autres. Donc on a donc des joueuses qui font aussi ce choix-là et c'est bien parce que on aurait pu avoir peur que justement ce nouveau CBA fasse que les joueuses soient toutes simplement en recherche d'un contrat plutôt que d'un projet. Bah, on voit qu'il y a des joueuses qui s'inscrivent dans les projets, donc ça c'est cool aussi. Après oui, j'ai Pauline Astier, tu en as parlé un peu, mais Pauline Astier qui arrive à New York, qui normalement arrive sur le backup de Sabrina, ça veut dire que, bah, au moins à New York, ils auront une vraie meneuse et ça fait plaisir.
de voir qu'ils ont compris que Sabrina c'était tous sauf une meuse de jeu et qu'ils ont renforcé cette partie-là. Bon, je plaisante évidemment, vous voyez bien que je charrie un peu Tom, voilà, mais il y a quand même un tout petit peu de fond de vérité sur le fait que Sabrina n'est pas vraiment pour moi un poste 1. Non. Voilà, elle aime avoir la balle dans les mains, mais elle est quand même meilleure quand elle l'a pas et qu'elle peut. Et on l'a vu quand elle joue vraiment poste 1, ses statistiques au shoot sont un peu moins bonnes. Donc non, non, mais pour Pauline, ça peut être vraiment une belle opportunité justement de venir en backup de Sabrina Ouais. sur le poste 1 et c'est top qu'ils aient re-signé Marine. Je veux dire, voilà, à New York, il y avait des pancartes: «On veut le retour de la magicienne». Je pense qu'elle correspond exactement aussi à ce que New York essaye de mettre en place, une franchise attractive avec des choses attractives, avec un basket attractif et donc c'est non, mais je veux dire la free agency de New York, c'est top. Le fait qu'ils aient re-signé les joueuses, bah, c'est bien. Ils ont encore une fois sur chaque poste du poste 5, ils ont des joueuses qui sont exceptionnelles. Donc oui, clairement favori numéro 1 et on les attend au bout cette année. Voilà, avec ce qu'ils ont mis en place là, voilà, bon, juste, pour l'anecdote, il y a une Sabali qui arrive, il y a une Sabali qui s'en va, parce que Naira, elle a pas été gardée, elle a pas été protégée sur la liste de 6, donc elle s'en va et elle va jouer on en a parlé, elle va à Toronto. Mais, voilà, la seule petite interrogation, c'est, bah, c'est Tasha Claude. Qu'est-ce qu'ils en font? Est-ce qu'ils lui donnent un contrat? Est-ce qu'ils lui donnent pas un contrat? Voilà, c'est alors, en tant que Français, moi, je souhaite qu'il ne lui donne pas de contrat parce que ça ouvrira plus d'opportunités à Pauline Astier. Si je suis le Liberty, j'essaie quand même de trouver un arrangement avec elle, pour pouvoir la garder parce que là, si vraiment ils la gardent, bah, là, oui, ils auront une dream team. En fait, c'est ça, c'est-à-dire que si on parle purement cocorico, le fait de voir Tasha Cloud ne pas re-signer au Liberty, ça ouvre des minutes pour Pauline et pour Marine, clairement. Absolument. Sauf que tu en as très bien parlé, Sabrina n'est pas une meneuse de formation. Non. Sabrina Ionescu, tu es content quand elle est sur ton poste 2, que tu peux l'utiliser aussi un petit peu en catch and shooteuse. Elle est capable tout à fait de se créer son shoot. On l'a vu progresser au playmaking, mais c'est pas sa force principale. Là où Tasha Cloud est une joueuse élite défensivement. Donc déjà, ça te permet aussi d'avoir une vraie joueuse défensive à côté de Sabrina Ionescu parce que c'est pas aussi sa force numéro 1. Donc ce serait en termes de relation, ce serait nickel. C'est la role player parfaite en fait à côté des 4 autres superstars de Mmh. l'effectif. C'est-à-dire qu'elle va pas demander trop de ballons, elle va être capable de le remonter et d'organiser un peu. Ça va être ta tête de défense. Donc après, Et on sait à quel point c'est important d'avoir une tête de défense, sur le poste 1. ouais, c'est clair, c'est clair. Donc à voir ce qu'il leur reste aussi comme au niveau financier parce que elles ont dépensé du côté Liberty, hein. Il y a pas de problème là-dessus, hein. Ouais. Bon, en tout cas, c'est clair que New York, on va les attendre. La pression sera maximale pour cette équipe-là. Bon, après, c'est un gros marché, c'est une grosse franchise. Ils connaissent tout ça, mais on va les suivre avec grand intérêt. Mais ça a bien bougé du côté de Big Apple pour la franchise WNBA. De l'autre côté des États-Unis, du côté de LA, messieurs, chez les Sparks, ça a également bougé dans un autre projet, dans une autre vision. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'arrivées. D'Erika Ambi, Erika Wheeler, Enyeka Ogumike, Ariel Atkins, j'en oublie peut-être, mais je pense qu'on a déjà fait un bon petit tour. Ricardo, sur cette équipe des Sparks, on a une vraie volonté de faire bouger les choses et de devenir au moins un contender sérieux. Mais est-ce que toutes ces arrivées-là, ces additions-là peuvent suffire à offrir à Los Angeles cette possibilité-là, toujours autour de Cameron Brink? Et donc cette question-là un peu sous-jacente, on en a parlé un petit peu nous en off avant, de projet, mais quid de ce projet-là aussi autour de Brink? Ouais, on a voulu parler de LA, à nos auditeurs et auditrices aujourd'hui parce qu'effectivement, ils ont animé le marché et c'était un peu l'objet du podcast. C'était, voilà, les franchises qui ont animé la free agency. Donc oui, clairement, Los Angeles, a été un gros animateur de la free agency. Heu, clairement, voilà, ils ont assez mal supporté de pas être en play-off l'année dernière. Ils sont passés à très, très peu d'y être. Clairement, l'objectif, c'est de retourner en play-off. De là à en faire un contender, je suis pas sûr parce que justement, je trouve que la construction de l'équipe, c'est ouais, il y a des choses qui moi me choquent et effectivement la plus grosse question, qu'on peut se poser, c'est
bah, qu'est-ce qu'ils vont faire comment ils vont poser leurs joueuses, comment ils vont utiliser Cameron Brink. Je veux dire, c'était leur gros potentiel, c'était la joueuse qui devait travailler sur la reconstruction de la franchise. Et là, bah, quand tu vois les recrues qu'ils ont fait, et tu te dis que ils vont la faire sortir du banc et combien de minutes ils vont pouvoir lui donner, ça va être quoi leur projet de jeu, comment ils vont la développer. Heu, voilà, il y a des côtés très positifs, hein, je l'ai dit tout à l'heure, Kelsey Plum qui accepte de prendre un contrat, juste en dessous du million, hein, il lui manque juste 1 dollar Ah, pour être à 1 il 000 000 manque le donc petit dollar du café, ouais. donc Chris, si tu as un petit dollar à donner Kelsey Plum pour lui arrondir ses fins de mois, n'hésite pas. Ah, Mais mais voilà, donc oui, donc tu sens que dans la franchise, il y a la volonté de créer quelque chose. J'ai juste un tout petit peu du mal à voir comment ils ont construit et comment ils vont construire leur équipe, comment ils vont construire leurs 5, quel va être, le vraiment le vrai rôle de Cameron Brink dans l'équipe. Donc voilà, c'est ils ont beaucoup travaillé. Savoir s'ils ont vraiment complètement bien travaillé, j'ai quelques doutes. Qu'est-ce que tu en penses, Tom? Moi, je trouve que la signature de Onyeka est l'une des meilleures de la free agency. C'est-à-dire que le retour d'une MVP championne en 2016 d'Enterron à Los Angeles, à côté de Kelsey Plum, c'est parfait. Je trouve que l'association va être vraiment cool. Et j'ai même envie de te dire que ça aurait été parfait de s'arrêter là. Mmh. En signant juste Onyeka et en donnant vraiment l'importance que Cameron devrait avoir dans cet effectif. Mais du coup, me vient une question assez rapidement, c'est à quel point Cam est apte à jouer physiquement. C'est-à-dire qu'on sait que depuis qu'elle est arrivée en WNBA, elle enchaîne les blessures. Très compliqué pour elle. En termes de potentiel, désolé de la vulgarité, hein, mais il n'y a pas à chier. Quand elle est sur le terrain, elle est top 2 des meilleurs défenseurs de la ligue. Il n'y a pas de débat. Elle est beaucoup trop forte, beaucoup trop polyvalente. Elle peut switcher sur tout. Elle est grande, elle va aller au contre. Elle a une science du placement élite. Je ne sais pas à quel point physiquement elle est capable d'enchaîner les minutes et d'enchaîner les matchs. C'est peut-être ça qu'on n'a pas nous en tant que spectateurs. Oui, Voilà. certainement. On n'a peut-être Heu, pas cet aspect. après moi, L'autre, ouais, ouais, pardon, excuse-moi, Tom, mais vas-y, je t'en prie. l'autre chose qui me choque un peu, c'est, contrat max sur 3 ans à Derrick Embiid. C'est exactement ce dont je voulais parler. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? À quel moment, et sans manquer de respect à Derrick Embiid, Non, parce que c'est une super joueuse, hein, c'est une super en joueuse. attaque, en Mais non, attaque. mais voilà, c'est une super joueuse en attaque, mais c'est pas une chose à qui tu donnes un contrat max, sachant que dans ton effectif, tu as Kelsey Plum que tu n'as pas signé au contrat max et qui était, elle est quoi l'année dernière, Kelsey Plum? Elle est top 5 des meilleures joueuses de la ligue l'année dernière. Oui, enfin, Elle est voilà, elle est elle est impressionnante. monotitulaire de Team USA, enfin je Voilà, voilà. c'est une joueuse superstar élite. Tu ramènes Nika, ancienne MVP, qui est une superstar élite qui mérite un contrat max, et tu le files à des Rika. Non, là, j'ai pas trop compris. Après, le fait de se séparer de Rickea Jackson, ça se comprend. Tu fais revenir Nika, il y a Ouais. pas de souci. L'arrivée aussi, excuse-moi, j'ai oublié le nom de la défenseuse élite là. Sur les postes arrière, zut, ça va me revenir très très vite. Mais en fait, c'est ça le point d'interrogation principal que j'ai sur la free agency Tu du parles LM. d'Ariel Elkit? Ariel Atkins, très bien. Ariel Atkins, très très bonne signature que tu mets à côté de Kelsey Plum. Pour moi, t'es sur quelque Ouais. chose de très cohérent avec Onyeka. En fait, c'était l'arrivée Tout de, était bien jusque-là. c'est ça, Ariel, Onyeka, c'est nickel. Le départ de Rickea, j'ai envie de te dire, c'est pas si mal, c'est pas grave. C'est-à-dire que c'est une joueuse qui était en demande de minutes, tu ne pouvais pas lui donner, tu t'en sépares, ok. Tu re-signes Kelsey, tu conserves Cameron Brink, mais pourquoi tu donnes le max à Derrica? Je comprends pas. Ouais, J'ai moi pas non compris. plus. C'est le seul bémol d'une free agency qui était jusque-là comparable à celle du Liberty. Attiré jusque-là. Ouais, Ah, vous avez quand clairement. même vous avez mis que des éloges au Liberty, vous êtes un petit peu plus, circonspect, Oui, et Parce que les objectifs sont pas les mêmes dans le sens où les Sparks ne peuvent pas encore rivaliser avec le Liberty. C'est-à-dire que les Sparks vont commencer leur saison. Elles vont, comme disait Ricardo, l'objectif, c'est pas forcément le titre, c'est les playoffs. C'est même, je pense, un avantage du terrain en playoffs, potentiellement au vu de ouais, l'effectif. ouais. Mais si tu gagnes pas le titre cette année, c'est pas grave parce que Cameron Brink est encore jeune, tu peux encore la développer. Kelsey Plum n'est pas super vieille non plus. Onyeka, elle va revenir, mais elle a signé pour plusieurs saisons. Donc, tu es sur un projet moyen terme. Là où le Liberty, tu sais que généralement, c'est des projets pas one shot, mais les superstars comme ça, Mmh. c'est sur des projets de 1 ou 2 ans, 3 ans max, mais tu vas jouer le titre.
Mais du coup, c'est vraiment cette incohérence de pourquoi tu files autant d'argent à des Erika qui t'empêche finalement de te projeter aussi et en fait de respecter la timeline que tu t'es donnée sur la free agency. C'est ça qui est dommage. Ouais, c'est ça. OK. Je suis Juste entièrement d'accord avec Tom. un ou 2 petits chiffres pour aller dans le sens de ce que vous disiez autour de l'absence, régulier de Cameron Brink sur les terrains, parce qu'avec tout le talent que tu veux, ce qui est quand même important, c'est d'être sur le terrain tous les soirs. 2024, première saison, elle joue 15 matchs, elle est 15 fois dans le 5 de départ. 2025, donc l'année dernière, elle joue 19 matchs, aucun match où elle a démarré. Ouais. Voilà, donc ça vous fait quoi? Ça fait 15 plus 19. Pour les plus matheux, ça fait 34 matchs en 2 saisons. Mmh. C'est pas la folie, tu Oui, vois? mais Donc c'est peut-être ça qui, enfin, je veux dire, voilà, nous, on regarde ça en tant qu'observateur extérieur et on essaye d'apporter une toute petite analyse de ce qu'on voit. On n'a pas toutes les informations qu'il y a dans la franchise, mais au-delà de ça, même en tant que, voilà, juste supporter amateur ou observateur, le contrat d'Eric Hamby, honnêtement, il est incompréhensible. De quelque niveau que tu te positionnes, celui-là vraiment, moi je le comprends pas et je partage complètement l'avis de Tom là-dessus. bon, OK, on va suivre ça. Dernière équipe qu'on voulait aborder, on l'avait déjà un petit peu abordé évidemment la dernière fois. La semaine dernière, c'est, cette équipe d'Atlanta avec l'arrivée d'Angel Reese. Ça a été, le côté un peu bombe de ce début de free agency. Là, on en avait, si vous voulez avoir tous les retours, notre avis et tout, on en avait parlé déjà la semaine dernière. Donc, je vous invite à aller réécouter le podcast si ce n'est pas déjà fait. Mais il y a quand même eu d'autres petits, mouvements. Je sais pas qui veut se lancer, Ricardo ou Tom, autour Bah, de donc vas-y Tom. de cette voilà, autour de cette arrivée d'Angel Reese, mais on a des signatures, re-signatures de pas mal de joueuses dans cet effectif qui commence à prendre forme. Commence à prendre forme. Première chose, c'est-à-dire que je suis content pour Angel Reese qui va jouer dans un effectif qui va être compétitif, dans une structure professionnelle et qui va enfin pouvoir s'éclater. Déjà, on commence par là. Euh, c'est quoi le truc le plus marquant? C'est la re-signature d'Alisha Gray, Ricardo, Ouais, qui ouais, est c'est bien. qui est peut-être la chose. Je pense très clairement que l'arrivée d'Angel Reese a poussé en ce sens. C'est-à-dire qu'Alisha, Ouais. potentiellement, elle a dû avoir des propositions un peu à droite à gauche. Tu vois Angel Reese débarquer chez toi, tu te dis bon, sur un projet moyen terme, c'est quand même cool de rester à Atlanta. Est-ce que cet effectif va être suffisant? Bon, alors, pour jouer les playoffs, je me fais pas trop de soucis. Ah Pour aller oui. chercher plus haut, je ne sais pas. Tu re-signes aussi Nazilmon, tu as re-signé pas mal de joueuses. Moi, j'attends de voir comment ça fit quand même avec Angel Reese. J'attends de voir un petit peu les matchs de pré-saison, voir comment tout cet effectif se met en place. Ça va être un effectif tout nouveau, donc il va falloir aussi être assez patient finalement. Même si tu re-signes des joueuses, le fait d'intégrer une joueuse aussi dominante qu'est Angel Reese, c'est quelque chose sur lequel il va falloir nous en tant que spectateurs être patients. Mais oui, ça a été une free agency intéressante. C'est pas celle qui m'a le plus excité, celle d'Atlanta, pour être tout à fait franc, parce que c'est pas la franchise qui m'excite le plus de base. Voilà. Tiens, alors juste petite précision, Tom, tu parlais de pré-saison. Le calendrier est toujours un petit peu coquin. Le Ouais. premier match d'Atlanta de pré-saison, c'est contre Chicago. Voilà. Vous ferez ce que vous voulez avec ça. On verra qui joue, qui jouera pas, mais voilà, c'est Et rigolo. Après, il est sorti le calendrier de saison ou pas? Non, pas encore. Oui, oui. Oui, oui. Il est Tu sorti? l'as sur le calendrier de la saison, ouais, tu l'as sur le ouais. site de Ah, de il WNBA. faudra aller voir ça pour tout de suite aller Ouais. cocher les C'est pas tout affrontements de suite. entre. Le premier match, vraiment en saison régulière entre les 2 franchises, c'est pas tout de suite, j'ai regardé. Mais oui, mais tu as les matchs de pré-saison et ouais, et pour compléter ce que dit Tom, là quand même, Atlanta en défense, ils se sont créés une équipe. Ouais. Il va falloir aller les attaquer, hein. Je sais pas si on n'est pas en face de potentiellement la meilleure défense de la WNBA en 2026. Ils vont avoir un volume athlétique, ils vont en défense, au rebond. Genre, en gros, tu peux potentiellement avoir t'as les 2 meilleures rebondeuses de la ligue dans la même équipe. Donc, Défensive et offensive, hein. C'est oui. les 2 meilleures rebondeuses offensives aussi de Bon, la ligue. après, on sait quand même que voilà, que Angel, elle est très, très bonne au rebond offensif parce qu'elle en loupe tellement qu'elle reprend ses propres rebonds et qu'elle remet dedans. C'est quand même la joueuse La caricature. qui se ah non, c'est pas une caricature, Tom, c'est statistiquement, c'est la Non, mais joueuse c'est qui vrai. marque le plus sur ses propres rebonds. Bien sûr. Donc voilà, mais non, mais au rebond et en défense, honnêtement, Atlanta, il va falloir les jouer.
Et on sait qu'en play-off, bah oui, je veux dire, avoir une bonne défense, c'est vraiment le minimum de la base de ce que tu dois avoir. Donc voilà. Après, je pense qu'il va manquer un tout petit peu de talent offensif encore, voir ce qu'ils vont faire. Mais là, ils se sont quand même construits une armada solide. Tu vois, Howard, Gray, Jones, Jordan Canada, bon, avec un tout petit peu moins. T'ajoutes Angel Reese dans tout ça. T'as Nazil Mon. Enfin, t'as quand même, voilà, dans ton 5, t'as aucun trou en défense. Voilà. Mais ça va manquer peut-être un petit peu de talent en attaque quand même. Un peu de création. Je sais pas ce que Ouais. t'en penses, Ricardo, et après, Chris, je te laisse la main. Cet effectif, alors, à moindre mesure et pas exactement dans la même configuration, mais me fait penser un petit peu à l'effectif du Sun qui est allé en finale il y a 2 ans. Très fort défensivement. C'est-à-dire que ça va être une équipe, ça va être compliqué de leur mettre plus de 55 points. Par contre, ça va être compliqué pour elle de mettre plus de 55 points aussi. Ouais. Et eux, ils ont pas Nafissa. Et ils n'ont pas Nafissa. Ni Donc Alissa. voilà, les 3 équipes du coup, New York, Los Angeles, Atlanta, c'est celles sur lesquelles on s'est un petit peu concentré sur ce début de free agency. Un petit mot rapide pour conclure quand même, messieurs, sur AJ Wilson. Alors, on parle de free agency, il faut quand même parler de la meilleure joueuse WNBA depuis un bon moment, contrat max pour Max, AJ aucune Wilson. surprise. 5 Voilà, millions elle est à sur 3 ans. 5, voilà, c'est la somme parce qu'on avait parlé du CBA, on avait Ouais. parlé de l'augmentation, tout ça. Là, on est sur un chiffre. Alors bon, voilà, mais on est encore très très loin des homologues masculins, mais ça commence à parler, ça commence à être un peu ronflant. 5 millions de dollars sur 3 ans pour AJ Wilson. Ouais. Contrat max, logique. Que dire? Oui, Rien de plus mérité aucune. pour la joueuse la plus dominante et la plus forte de la ligue depuis quoi? 4 ans? Oui. C'est- Et les Aces, elles seront là cette année. Elles ont conservé les joueuses qu'il faut. Elles ont l'habitude de jouer ensemble. Elles seront déjà opérationnelles dès le premier match. Donc elles seront à surveiller. Et oui, enfin, la meilleure joueuse du monde qui prend le contrat max, rien de plus logique. Est-ce qu'on serait Bon. pas sur une last dance du côté des Aces là cette année? Ah bah, je pense que oui, ça peut y ressembler en tout cas. Ouais. Ça peut y ressembler. Bon. Voilà pour ce podcast, mais si on a fait un bon petit tour, il y a d'autres points évidemment qu'on pourrait aborder dès aujourd'hui, mais on voulait faire un format peut-être un petit peu plus condensé également. Cette semaine, on va avoir d'autres occasions de pouvoir parler de plein d'autres joueuses de franchise. On parlera de joueuses de l'équipe de France aussi, des Françaises déjà dans la globalité avant de parler de l'équipe de France. Merci à Oui, Ricardo, parce qu'on merci a Tom. tellement de choses à dire sur nos Françaises en WNBA que ça mérite Exactement. bien Donc un pod spécifique. voilà, et pas juste 5 minutes sur la fin. Rendons honneur quand même à notre belle patrie, à nos joueuses qui les représentent. Merci messieurs en tout cas pour l'émission. Bah, merci à vous les gars, hein. Chris, peut-être, comme d'habitude, je te fais le petit rappel Ah, de le des numéros. standard, le standard, mais Standard, oui, le exactement. Si je fais standard, pas ça, exactement. je manque à toutes mes Bah, tu, obligations. tu Donc, n'auras pas ton contrat Supermax à la AJ Wilson, c'est surtout ça. c'est Le contrat ne surtout sera ça pas le problème. garanti. Ouais, t'as raison. Non, non, évidemment, le numéro WhatsApp, n'hésitez pas. 07 62 17 95 46 07 62 17 95 46. Venez nous rejoindre, on discute Ouais, faites régulièrement comme avec Guillaume qui nous a rejoint là Guillaume. tout récemment. Ouais, 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 Venez ouais. discuter avec nous. Ça suit la WNBA. Alors, Guillaume qui est arrivé, grand fan des Phoenix Suns. Oui, il en fallait un. Voilà. Il en fallait un, on l'a trouvé, c'est bon. Donc, Je après, pense non, qu'il va être évidemment. un peu fébrile cette nuit, mais bon. Ouais. Exactement. C'est vrai. Donc, en tout cas, voilà. On va continuer notre passerelle entre les podcasts NBA et les podcasts WNBA. Tom, t'as pas besoin d'auto-promo, mais t'as un gros banger qui sort ce week-end normalement. Si vous avez connu les copains de Trash Talk et leur vidéo science-fiction là de 3 heures autour des previews NBA, je crois que l'ami Thomas aussi nous prépare un sacré dossier là à venir. On va essayer de faire condenser un peu plus finalement. On s'est dit, Ah, oh, le petit joueur. est-ce qu'on part sur un Seigneur des Anneaux version longue? Peut-être pas, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les playoffs commencent à 19h, donc il faut quand même vous laisser le temps de digérer un peu notre vidéo. Mais ouais, il y a un truc assez sympa qui devrait arriver demain normalement. Donc demain, donc samedi, là l'épisode va sortir Voilà. ce vendredi, mais en tout cas, ouais, voilà. Donc juste avant les playoffs, si vous avez encore quelques petits doutes sur certaines équipes, sur des brackets, sur des pronostics, vous allez voir sur la chaîne Coast to Coast de Tom, vous aurez une analyse, une expertise. Tom qui sera avec du monde normalement en plus. Et bah, vous retrouverez notre Quentin habituel. Et bah tiens, je l'ai annoncé nulle part, donc autant le faire directement sur N1. Quel honneur.
on aura la chance de retrouver notre ami Shai, collègue de chez Rivers, pour faire ce format. Donc, il est possible qu'on s'amuse bien comme des petits fous, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, beh, oui et ce sera surtout un plaisir pour nous de pouvoir suivre tout ça. Donc, bah, Oui merci en tout cas. Ouais, et puisqu'on est dans la promo, j'en profite pour dire, pour tous les amateurs du basket féminin, WNBA, mais pas que, voilà, que nos amis de Taille 6 font un super boulot sur tout ce qui est le basket féminin. Donc, apportez-leur aussi un peu d'énergie et n'hésitez pas à aller voir ce qui se passe, sur, leur réseau, sur leur chaîne YouTube. Ils font vraiment un super boulot et ils ont eu quand même en exclusivité tu as raison. l'annonce de la franchise de Gabby Williams qui a annoncé sur Tie6, voilà, où est-ce qu'elle allait aller, aux Valkyries et c'était vraiment une exclusivité totale. ESPN a même repris leur poste Ouais, et c'est tout ça, relayé après par les gros postes, réseaux, exactement. américains, hein. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir, si vous êtes fan de basket, féminin, à aller voir Taille 6, c'est vraiment, le média qui en parle le mieux. Voilà, donc direction YouTube juste après le podcast pour la vidéo banger de Tom et de Coast to Coast pour Taï 6 et pour tout le reste évidemment et les playoffs NBA qui vont attaquer dès ce week-end. Nous, on va revenir. Et bah donc la semaine prochaine, on aura un podcast WNBA, un podcast NBA. Je pense qu'on parlera playoffs, hein, Ricardo, il y a de fortes chances. En Oh, il tout y a de cas, fortes chances, oui. c'est assez probable. Peut-être un retour sur les matchs du week-end. On va voir tout ça ensemble. En tout cas, très bonne fin de semaine, très bon week-end basket. Là, franchement, vous avez une orgie de basket devant vous. Régalez-vous. Et on se retrouve très vite en tout cas. Merci à vous pour l'attention et à plus tard. Ciao.